Voilà, mesdames et messieurs, merci de continuer par nous suivre. Nous en sommes au forum d'échange. Ça se discute. Nicolas Secrétaire, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes journaliste et enseignant de philosophie. Nous sommes Win Godonou, journaliste et enseignant d'allemand. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous avez l'air un peu bateau. Est-ce que c'est le poids de la semaine écoulée ou... Bon, il y a aussi la fatigue liée au métier. Au métier, je pense que le vendredi soir, c'est... Je pensais qu'enseigner était une joie. Oui. Ça dépense aussi. Il y a une débauche d'énergie mentale, intellectuelle qu'il faut absolument dégager aussi. Bon, pourtant, ce n'est pas le cas tous les vendredis. Il y a peut-être d'autres situations qu'on ne saurait dévoiler ici. Ah oui, ça c'est... c'est propre à Nicolas. Ce n'est pas à Tchakoudi, donc on va évoluer. Nous allons parler de cette mesure gouvernementale intervenue cette semaine pour abaisser l'amende pour non-port de casque à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs. Très rapidement, Innocent Winnet Godonou, quel est votre sentiment suite à cette mesure prise par le gouvernement? Il faut dire, moi je reste indifférent par rapport à cette mesure prise par le gouvernement. D'abord, il faut condamner le non-port de casque. C'est une infraction, c'est une contravention. Quand vous avez votre moto, il faut forcément respecter les règles relatives à la circulation. Et depuis un certain moment, nous avons constaté que les concitoyens ont délaissé pratiquement le port de casque et des études ont montré qu'il y a eu plusieurs cas de décès liés au traumatisme crânien. Et là, la solution qui s'impose, c'est le port de casque et suivre surtout le couloir de circulation qui a été défini. Donc, je pense que l'un dans l'autre, cette mesure qui vise à ramener en fait, de 10 000 à 5 000, pour moi, je suis tout à fait indifférent parce que le problème, c'est que si nous allons voir, nous allons creuser, c'est que quand vous êtes en infraction, vous devez forcément payer l'amende forfaitaire. Maintenant, ce n'est pas aussi une mesure qu'on pourrait taxer de mesure sociale d'une manière ou d'une autre, puisque celui qui est rendu coupable d'une infraction ou d'une contravention doit forcément payer pour ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, on constate que dans les commissariats, il y a beaucoup de motos qui se jouent et qui ne trouvent pas de propriétaire. Et il fut un temps où le gouvernement même avait demandé aux propriétaires d'aller remplir les inscriptions, en fait, donner les informations nécessaires pour entrer en possession de leur moto. Mais juste là, on constate toujours que les commissariats sont pleins comme un nœud. Et je pense que cette mesure que le gouvernement a prise vise forcément à alléger un peu la caution, alléger un peu l'amende pour permettre aux propriétaires d'entrer en possession de leur moto. Mais je pense en réalité que même si le gouvernement ramenait cette amende à 0 francs, il y aura toujours des propriétaires qui n'iront jamais chercher leur moto parce que leurs motos ne sont pas en règle vis-à-vis. Il y a peut-être des motos volées ou il y a des motos qui n'ont pas été bien immatriculées. Il y a des fausses plaques aussi d'immatriculation que les gens installent sur les motos. Donc, les contrôles policiers ont révélé non seulement qu'il y a des motos qui sont dans des situations vraiment critiques où en ce qui concerne l'immatriculation, en ce qui concerne l'inscription, il y a la procédure qui n'est pas bien suivie. Donc, c'est ce qui fait que les gens sont très réticents. Les gens ont peur parce qu'en allant chercher une moto qui n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, vous risquez de tomber sous le coup de la loi et on peut forcément vous mettre la main dessus. Donc, c'est pourquoi ce qui fait que je suis vraiment indifférent vis-à-vis de la décision qui a été prise par le gouvernement en ce qui concerne la réduction de la peine. Au moins, ceux qui ont leur moto, qui sont vraiment propriétaires de leur moto, ça peut leur permettre d'aller récupérer leurs biens.
Oui, rester indifférent par rapport à la décision, moi je pense que c'est ne pas voir l'avantage que cela a pour les uns et les autres. De payer 5 000 au lieu de 10 000. Que de payer 5 000 au lieu de 10 000. Et c'est aussi ne pas faire remarquer que la répression telle qu'elle a été conduite depuis un bon moment maintenant, ça augure d'un certain nombre d'interrogations qu'il faut se poser, qu'il faille demander comment est-ce possible qu'on puisse normalement assister à un certain nombre de choses que nous avons vues jusque-là. Moi, ma foi, est-ce que le réel problème que nous avons aujourd'hui, c'est le réel problème par rapport à cette répression, est-ce que c'est la diminution de l'amende à payer? Est-ce que quel est le véritable problème? Le réel problème qui aurait pu faciliter les choses n'aurait pas été autre chose que cela? Comme par exemple, moi j'avais déjà parlé de ça ici une fois, j'ai dit, en temps normal, lorsqu'un gouvernement qui a le souci de la protection de la vie humaine, de la vie de ses concitoyens, quand on prend cette décision d'amener les uns et les autres à se protéger en respectant le code de la route, tout ça, je pense qu'il y avait un certain nombre de dispositions qu'il faille prendre et amener les gens à vraiment faire ce qu'il faut pour ne pas tomber comme quoi, par exemple, la subvention des casques. Parce que moi, il m'est arrivé de constater qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi avant que la répression ne commence, les casques que vous payiez à 5 000 francs ont doublé carrément de prix lors de la répression. Est-ce qu'il faille... Moi, je m'attendais que ces casques qui étaient à 5 000 francs passent peut-être à 3 000, 3 500 suite à une subvention de l'État qui aurait pu permettre que les citoyens qu'il y ait une certaine accessibilité à ces casques-là. Donc, quand vous rentrez dans la ville, vous pouvez compter du bout des doigts combien de citoyens béninois ont de vrais casques, de casques de qualité. Des casques homologués. Des casques qui sont à un certain nombre donné. Alors, moi, je pense que même réduit à 0 francs, ça aurait pu permettre à beaucoup quand même d'aller retirer leur moto, ça c'est réel. Mais 5 000 francs, c'est encore problématique. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, avec la cherté de la vie, même si on ramène ça à 2 000 francs, les gens auront des difficultés à aller chercher. C'est vrai que c'est déjà une bonne chose, un bon pas, de diviser ça par 2. Mais même là encore, le problème se pose. Et aussi, il faut voir la manière dont cette répression-là a été menée par nos forces de l'ordre. Moi, j'ai comme impression qu'on est passé carrément à côté de la plaque, à savoir comme par exemple, le policier qui a pour mission la protection, la sécurité du citoyen est devenu carrément un boulot pour le citoyen. On a vu des scènes qui ne sont pas de nature véritablement à prouver que ces messieurs sont en train d'assurer leur rôle. Je pense qu'une mesure a baissé l'amende, une autre aussi en est une autre mesure aurait été aussi une sensibilisation de nos forces de l'ordre, à savoir que on fait faire autrement. Avec ce qui se passe, on fait plus que les sensibiliser, on les sanctionne. Ouais. Il y a 3 qui sont en prison, d'autres qui sont arrêtés, des commissaires qui sont en prison, qui sont en arrêt de rigueur. Donc c'est encore plus fort que la sensibilisation. Ça c'est vrai, oui. Ça c'est vrai, mais parce que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'on est dans un ordre, on va dire, c'est pas la police, c'est un corps constitué, donc il y a des procédures disciplinaires, il y a beaucoup de choses, tout ça a été mis en branle. Je suis d'accord, mais s'il vous plaît, monsieur Xavier, est-ce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des morts? Il y a eu des morts. Est-ce que ces morts reviendraient après la punition de ces policiers? Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions en amont qui auraient pu permettre... Oui, d'accord, mais il faut savoir, peut-être raison garder. Ce n'est pas le seul cas dont on a répertorié et que la Direction générale de la police a pris fait de cause. Je me rappelle que le DGPR lui-même s'est déplacé. C'est le cas de PK10. Et là encore, c'est pas... À Zaoulissé, il y a eu des morts.
Oui, il faut être précis. Alors, il y a des morts. Oui. Combien de morts? Dans Je quelles pense circonstances? qu'il y a eu des soulèvements populaires qui ont conduit les forces de l'ordre à réagir plus violemment et qu'il y a eu au moins 2 décès. Oui, pour ça, on attendra que l'autorité fasse l'ordre ces enquêtes pour ne pas aller... Ce que je souhaite, oui. en lieu et place de ces mesures, ou bien en plus de ces mesures, Oui. il faut aller plus loin en faisant subventionnant les casques Oui. pour réduire, parce que au fait, l'objectif, je crois, ce n'est pas pour renflouer les caisses de l'État par les amendes que paieraient les uns en infraction et les autres pour la violation des codes de la route. Je pense que c'est pour protéger le citoyen, pour que, puisque quand on gère un pays, on ne veut pas gérer des morts, on veut gérer des vivants. Alors, donc, l'objectif principal donc, de ces répressions, c'était pour protéger davantage les Béninois, pour que nous ne puissions plus assister à des décès tragiques dus donc à ces non-ports de casque ou encore à ces violations du code de la route. Donc, on devrait tout mettre en œuvre pour permettre à ce que véritablement cet objectif soit atteint. Moi, c'est ma vision des choses. Et donc, les 5 000 francs, pour moi, c'est encore trop. Parce qu'avec la cherté de la vie actuelle, on verra encore des motos et encore plein dans les commissariats. Oui, je partage tout à fait la préoccupation de Nicolas Sokweté en ce qui concerne la subvention. Mais je me dis, à la lueur ou au regard de tous ces incidents, de cette situation, je dis problématique, entre la population et la police, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de revoir, de repenser au fait les tâches policières, au fait, le corps même, la professionnalisation, parce qu'il y a un problème qui se pose. N'oublions pas, il y a parmi ces policiers-là qui font le travail en état d'ébriété et qui prennent des risques. Moi, je peux vous dire, la fois dernière, j'étais dans la circulation, je voulais traverser et le feu est ouvert et le policier est resté sur la chaussée. Alors qu'il y a un indélicat qui peut être en perte de vitesse et venir le ramasser. Je pense qu'en réalité, quand le feu est ouvert, bon, de toute façon... Oui, ça ne veut pas dire qu'il était en état d'ébriété. Non, ben je dis un autre cas. Je parle d'un autre cas, c'est-à-dire les prises de risque. Donc, il faut revoir un peu ce corps-là. C'est vrai que le gouvernement a demandé à la hiérarchie policière de pouvoir sévir avec des sanctions disciplinaires et il en a aussi exhorté au professionnalisme. Mais je pense aujourd'hui qu'on doit restaurer la confiance entre la police et la population parce que là, il y a une crise de confiance. En fait, quand nous voyons le flic, debout, est-ce qu'il doit inspirer la peur ou bien inspirer la confiance? C'est tout le problème aujourd'hui. C'est toute la problématique entre la population et la police aujourd'hui. Oui, cette question ne se posait pas il y a 2 mois ou 3 mois. C'est pas parce qu'il y a répression et que la police qu'on parle de peur. Il y a 2 mois, 3 mois. Non, mais la hantise aujourd'hui, je pense pas de peur entre population et police. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'occasion de cette répression que la peur subitement est apparue. Depuis l'époque coloniale que on dit Kponon. Et quand on dit Kponon, tout le monde commence par fuir. Aujourd'hui, cette mentalité est restée. Bien que on s'est affranchi de la domination des colonisateurs et on s'est engagé dans un processus d'indépendance aujourd'hui, mais cette mentalité n'a pas quitté. En fait, les policiers, je ne dis pas tous les policiers, mais d'abord quand on voit la représentation même du policier, c'est-à-dire d'abord on a plus tendance à avoir peur que d'avoir confiance. Alors que le policier, son rôle d'abord, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Je peux vous garantir que au cours d'un contrôle policier, il y a un policier qui poursuivait le motocycliste et le bagage de motocycliste est tombé alors que c'est ce qu'il a acheté. C'est des denrées alimentaires qui sont dedans. Et le policier, qu'est-ce que le policier dit? Le policier ramasse les denrées alimentaires, il lui faisait la main que tu reviendras chercher. Non, vous voyez autant de bases, bon, permettez-moi, entre griffes, c'est autant d'actes
qui font qu'aujourd'hui, quand on regarde le policier, on se pose la question, est-ce que c'est un bourreau ou bien c'est un protecteur, il va rester en même temps, il y a deux choses que vous avez dit, vous dites deux choses, vous mettez des choses sur la table. Oui. Déjà, est-ce qu'on peut être d'accord que ce ne sont pas quelques dizaines de cas, comme vous le dites, ou quelques centaines, qui remettent en cause les milliers de contrôles faits par les policiers? Non, absolument pas, s'il vous plaît. D'accord. C'est des cas exceptionnels que je soulève. Et tant que ces cas exceptionnels viendront émailler le bon travail, la mission républicaine, on aura toujours à dire même le premier des policiers l'a reconnu publiquement ici. On a fait une conférence de presse, il a dit. Donc c'est pas ça le problème. Le problème fondamental, est-ce que il n'y a pas on a déjà eu ce débat sur ce plateau, je me souviens. Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilisation aussi à faire du côté des populations? Parce que vous l'aurez remarqué que dans le cas de Nati Tengou, le plaignant, la victime a été condamnée aussi pour refus d'obtempérer ou outrage. Est-ce qu'il n'est pas plus simple dans n'importe quelle situation que nous arrêtions simplement quand les policiers nous demandent de nous arrêter? Monsieur Xavier, je veux vous rappeler quelque chose. Au fait, quand Innocent Godo nous parle par exemple de la peur qu'inspire le policier. Oui, moi je n'ai pas peur. Et j'en connais qui n'ont pas peur. Non, s'il vous plaît. Au fait, même le président Talon en avait une certaine conscience quand il venait au pouvoir. Et il disait que dans l'une de ses réformes, il allait faire en sorte que le policier ne soit plus un agent qui inspire la peur, mais qui soit quelqu'un de qui le citoyen lambda ait cette facilité à s'approcher et à discuter. Bon, c'est vrai que vous avez dit qu'avant la répression, on ne notait pas cette crainte-là, cette peur. Et moi, je peux vous dire qu'effectivement, quand le président Talon est venu au pouvoir, depuis un bon moment, avant la répression, effectivement, moi, il n'y a plus cette peur-là en tout cas, à mon niveau. J'ai quand même à noter que il y a eu cette réussite-là à un moment donné. Mais au fait, il a fallu simplement que les policiers nous décidions d'assurer plus la protection des citoyens. Donc que les policiers ressortent ces griffes d'entretemps qui faisaient peur aux citoyens. C'est vrai ce que vous dites. Et ça, c'est sincère, il faut le rappeler aussi. Cette sensibilisation à l'endroit de nos frères, de nos concitoyens, c'est très très important. Il faut qu'on le dise assez. Il ne sert à rien d'engager. Parce que si vous prenez le cas tragique de PK10, il ne sert à rien d'engager une course. Un parent qui a son enfant, qui prend son enfant, le policier les arraisonne, donc parce que l'enfant n'avait manifestement pas de casque. Dans la discussion, le parent s'énerve un peu. Prend sa moto, s'engage avec son enfant, le policier essaie de se retenir, fin des courses, il se retrouve sous un bus, il meurt et l'enfant devient orphelin. Est-ce que on peut dire oui, le policier a sa part de responsabilité, bien évidemment, mais est-ce que tout n'aurait pas été plus simple là on ne parle pas de jeunes enfants, on ne parle pas de jeunes, on parle de personnes d'un certain âge. Est-ce que tout n'aurait pas été plus simple que le monsieur s'arrêta tranquillement et obtempère à ce que le policier dit? Parce que là maintenant, moi je voudrais regretter le cas de PK10 et franchement c'est dommage ce qui s'était passé parce que j'étais tombé dans la scène et c'était horrible ce que j'ai vu. Exactement. Et je me revenais pas quand j'étais sur place et ça il faut le noter. Moi je pense que effectivement comme vous le dites si bien, il faudrait que nous-mêmes, quand il ne sert à rien d'engager une couche avec un policier, c'est un homme, c'est un citoyen comme vous, le policier qui vous arrête. Vous pouvez discuter d'homme à homme avec lui et vous pouvez vous comprendre dans certains cas. Et quand le policier et là aussi, moi je voudrais savoir il faudrait que nos policiers aussi fassent preuve de pédagogie, parce que la violence ne sert à rien. Dans la quête d'une paix, d'une sécurité, la violence ne sert à rien. Parce que vous aurez vouloir construire une chose et en même temps être à la base de sa destruction. Je pense qu'effectivement, les citoyens doivent savoir aussi que les policiers sont après tout nos frères, nos sœurs. Et il ne sert à rien d'engager un bras de fer avec eux. Et il faut faire en sorte que ce climat de convivialité puisse revenir et que le policier aussi sache raison garder.
Parce que effectivement, le policier aurait pu avoir de retenue quand le monsieur s'engageait. Il aurait pu avoir de retenue que peut-être ça ne se produirait, cet accident ne se produirait pas. Et paix à l'âme du défunt. Moi, je pense quand même que ces scènes-là nous amènent à dire qu'il y a quand même une formation perpétuelle, continue, qu'il faut apporter à nos forces de l'ordre, qu'il faut apporter à nos hommes de sécurité pour que cette sécurité tant recherchée puisse être une réalité. Moi, je pense que l'objectif du chef de l'État, en demandant que l'on cherche à appliquer une règle, une loi sur une voie, n'est pas de voir ses concitoyens mourir, c'est forcément de les voir plus protégés. Voilà. Est-ce qu'on peut, avec ce qui est arrivé à Nadji-Tengo, avec la condamnation de la justice, est-ce qu'on peut dire que, voilà, il y a puisque le DGPL l'a expliqué, les procédures disciplinaires, disons, attendront que ces policiers la fassent le temps que la justice leur aura appliqué. Donc ça veut dire que si la police elle-même fait déjà le ménage en serrant, on peut déjà espérer que ces cas malheureux adviennent de moins en moins. Puisque là seulement ce ne sont pas les intéressés qu'on punit. On l'a vu sur le policier qui a sauté dans un minibus ici, que non seulement lui et son supérieur hiérarchique ont été disons, sanctionnés. Là, il faut faire remarquer surtout que les paradigmes sont en train d'être changés au fait. Parce que bien avant l'avènement de la rupture, on ne sentait pas réellement la hiérarchie policière sévir quand il y a ces genres de zèle, excès de zèle, manque de professionnalisme. Je pense qu'en réalité que le fait que la hiérarchie policière soit en mesure de sanctionner ces actes-là prouve à foison qu'il y a une volonté d'aller réellement vers le professionnalisme. Et comme il faut d'abord nettoyer les écuries d'orgias, quoi, donc d'une manière ou d'une autre. Mais là, il faut aussi aller loin, parce que vous avez parlé de sensibilisation des citoyens. Oui, cette sensibilisation a été faite par la police avant de passer à la phase répressive. Mais nonobstant cette sensibilisation-là, certains citoyens continuent toujours d'aller au travers des dispositions prises. Donc là, je pense qu'il faut sensibiliser, mais il faut aussi sévir. Mais il y a toujours forcément une manière de sévir. Nicolas parlait de pédagogie. Oui, mais pourquoi pas aussi de l'andragogie, puisqu'on est dans le monde des adultes. Mais il faut aussi qu'à un niveau donné, on ne va pas apprendre aux policiers comment faire leur métier. Mais je dis toujours que cette peur-là qui hante, qu'est-ce que les policiers devraient faire? Jouer, ça a été joué au football avec au début, s'il vous plaît, au début de la répression, on aurait appris qu'il doit avoir aussi des mini-caméras. Je pense qu'avec ces mini-caméras, on peut enregistrer. Oui, les mini-caméras ne sont pas encore déployées, je crois. Les mini-caméras que les policiers doivent porter. Il faut que l'État ait les moyens de ces politiques. Et l'État, pour éviter que les faussaires ou bien que ceux qui contreviennent aux dispositions là mettent en danger leur vie, que ces caméras soient déployées et que quand bien même le motocycliste est à la maison, on peut venir l'interpeller. Je pense que la professionnalisation, le professionnalisme aussi passe par là. Parce que dans d'autres pays sérieux, vous pouvez commettre des infractions et à la maison, vous allez recevoir une lettre vous invitant au tribunal ou bien vous invitant au commissariat le plus proche pour répondre de vos actes. Donc je pense que c'est autant de moyens qu'on peut mettre aussi en place pour éviter ces cas de décès et aussi pour éviter aussi quelques affrontements. Parce que si la police vient et montre des images, les images sont des illustrations en fait, de l'acte. Des preuves, merci, ce sont des preuves. Voilà, donc je pense que l'utilisation de ces moyens logistiques-là, ça protège plus les citoyens. Parce que le contact que ça crée au moment de la contravention et la peur que le policier suscite par rapport à ces citoyens qui contrevient aux dispositions. Ouais, je dis toujours sur la peur, parce que l'autre, il sait qu'il est en infraction. Il sait qu'il a remorqué un enfant qui n'a pas porté de casque.
Et sachant qu'il est en Donc, infraction, ça il ne veut pas aussi payer. Et ils se disent peut-être qu'il n'a pas assez de moyens aussi pour payer. Parce que quand la police vous arrête aujourd'hui, maintenant, vous devez débourser forcément de l'argent. Maintenant, maintenant ce n'est plus 10 000, maintenant c'est 6 000. C'est justement là mon problème. Mon problème, c'est, au fait, et si on faisait simple? Moi, puisque je disais tout à l'heure... Mais vous, on l'a compris, vous ne voulez pas payer. Oui, bon, donc maintenant, dites. Non, et si on faisait simple? Oui. Puisqu'on veut toujours protéger le citoyen, moi je ne sais pas, hein. C'est vrai que est-ce que payer forcément l'amende serait ou bien une punition pour résumer, peut-être pour être concret, ce que vous souhaitez, on vous arrête, vous n'avez pas votre casque. On attend. L'État vous donne même l'argent pour aller acheter le casque. Non, pas que l'État vous donne de l'argent. On peut même vous dire, vous intimer l'ordre d'aller acheter votre casque. Quitte à ce que la moto soit saisie et que comment appelle-t-on, la fourrière vous soit comptée. Oui, bon, pour le moment, la fourrière toujours. Non, la fourrière, non, c'est pas. Et le DGPL a dit, la fourrière n'est pas comptée. Si dans certains commissariats, il a dit publiquement, dans certains commissariats, on vous prend les frais de fourrière, et les numéros pour dénoncer. La fourrière n'est pas comptée, c'est officiel. Mais on peut payer ça au trésor, n'est-ce pas? Non, la fourrière n'est pas adossée à cette opération. Ah, d'accord. C'est juste la par exemple, on pourrait procéder comme ça. C'est-à-dire, s'il faut 3 jours pour aller vous faire payer un casque digne du nom, alors on pourra vous compter les 3 jours de fourrière. Que vous devez encore payer davantage. Bon, moi, je pense que c'est ça. Vous dites une chose et son contraire. Non, faut déclarer les moyens financiers qui ne sont pas... Non, aidez-moi. Je veux dire les moyens financiers qui ne sont pas... En même temps, le monsieur pourra avoir le casque. Parce que le fait est que vous payez aujourd'hui l'amende, mais on n'est pas sûr que celui que vous avez remorqué ou que vous-même qu'on a attrapé sans casque, on n'est pas sûr que vous avez le casque avant de vous retourner votre moto. Il y a ça. Oui, ça doit avoir. Je comprends tout à fait, Nicolas. Donc, il faut cette preuve-là. Voilà. Que vous avez désormais le casque. Mais est-ce qu'il faut l'acheter ou bien peut-être qu'on l'a laissé à la maison et aller le chercher? Oui, même si on l'a laissé à la maison, vous allez le chercher. Mais Nicolas Secrétaire, soyez-en sûr que on peut comprendre ce que vous dites. Soyez-en sûr que quand vous revenez au commissariat chercher votre moto, on ne vous laissera pas partir sans casque. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, sinon, on risque de vous arrêter 2 fois. 2 fois. Ça, c'est évident. Non, mais vous allez vous faire arrêter 2 fois. Il paraît que sous d'autres cieux, au fait, sur le champ, on vous intime l'ordre d'aller acheter le casque. Sur le champ. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vous-même les moyens, vous appelez quelqu'un sur le champ qui va acheter le casque. Et ça, ce ne sera plus en ce moment-là n'importe quel casque. Mais quel est le but pour vous? C'est que l'engin n'aille pas... non, c'est-à-dire qu'on ne soit pas forcé à payer l'amende. Parce que moi, je dis qu'aujourd'hui... Non, mais monsieur Xavier, vous savez, la marche qui s'organise pour demain, par exemple, moi, je pense que... C'est pour le casque aussi. Non, c'est pas pour le casque. C'est la cause de quelque chose. À cause de la cherté de la vie. Alors, si à côté de ça, je vous dis que même avec 5 000 francs, les gens n'auront pas les moyens d'aller retirer leur moto. Et on continuera de voir les commissariats bondés de motos. Et là, c'est encore d'autres problèmes. Les gens sont, plus vous êtes sans moyens de déplacement, plus vous êtes en difficulté financière pour joindre les 2 bouts. Et on vous dit, vous devez payer les 10 000 francs. Et maintenant, on ramène à 5 000 francs avec ce que la vie d'aujourd'hui dit encore au Bénin. Moi, je pense que même avec 5 000, il faut encore rabaisser pour pouvoir voir des gens aller chercher véritablement leur moto. Il y a un autre point de la situation que je voudrais, très rapidement, que je voudrais relever. En fait. Avant, quand le policier vous arrête, vous pouvez négocier directement avec le policier et s'il le faut, même le soudoyer. Mais aujourd'hui, cette possibilité n'est plus donnée. Donc, on a l'impression qu'il y avait une vieille habitude avec les motocyclistes. Et aujourd'hui, cette habitude a déserté complètement le forum. Aujourd'hui, comment responsabiliser aujourd'hui le motocycliste? C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand je commets une infraction, je dois être en mesure d'assumer de bout en bout les responsabilités qui incombent, les déconvenues qui en découlent. Mais aujourd'hui, parce qu'avant,
quand le policier t'arrêtait, tu pouvais t'arrêter et dire, bon, il y a possibilité qu'on négocie, non, parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Mais aujourd'hui, oui, je vous entends de vous dire, aujourd'hui, cette habitude est en train de disparaître progressivement, ce qui fait que aujourd'hui le motocyclisme n'a plus cette responsabilité d'assumer véritablement les conséquences de ses actes, et c'est ça qui entraîne cela. Donc, quelque part, cette répression policière est révélatrice. D'abord de la responsabilité civile de certaines pratiques de corruption. Révélatrice de certaines pratiques de par le passé qui aujourd'hui sont en train de partir pour laisser place aussi. Normalement, il faut que nous rappelions quelque chose de très important, à mon avis. Nous parlons des casques. Nous ne parlons pas d'autres déviances, d'autres non-respect du code de la route parce qu'il y a un couloir de circulation. Là, par exemple, l'amende est forcée. Moi, je parle de casque. Et là, on peut amoindrir un peu plus le choc. Bon, vu la situation socio-économique. En réalité, c'est même ça. Le casque, c'est à amoindrir les chocs. En réalité, vous... les chocs, les chocs crâniens. Non, mais je parle de ce qui... pour vous, c'est alléger votre bourse. Voilà, vous avez bien compris ma préoccupation. Mais pour finir ce sujet, on peut tous remarquer quand même que... disons que cette opération est quand même une réussite à 90%, parce que quand vous regardez un peu autour de vous aujourd'hui, la plupart de ceux qu'on voit en circulation ont leur casque. À moins que ce soit moi qui ai une illusion. Non, ça c'est une réussite. C'est une réussite épatante. C'est une réussite épatante parce que c'est maintenant que le Bénin est en train de comprendre que ceux qui voyaient au Togo, qu'on pouvait aussi le faire chez nous, parce que souvent on le dit, bon, au Togo, tous les motocyclistes doivent porter de casque. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Et je pense que le gouvernement ou la hiérarchie policière avait entre-temps fait preuve d'andragogie, puisque dans un premier temps, ils n'ont pas imposé les deux mesures, c'est-à-dire celle de port de casque pour le conducteur et pour celui qui est remorqué. Aujourd'hui, progressivement, on est allé sur ce terrain-là. Je peux dire sans anicroche, même si quelque part il y a des incidents. Pas sans anicroche. Oui, en fait, le passage en douceur. Maintenant, au niveau là, il y a des contacts, il y a des poches de résistance. Et je pense qu'au fil des temps, ça va rentrer désormais dans l'habitude des Béninois d'exiger le casque. Et même l'enfant, ton enfant même va t'exiger à ce que tu portes le casque avant de monter sur ta moto. Ça c'est vrai, et c'est à l'actif de notre police républicaine. D'avoir réussi ce coup-là, effectivement, parce que quand vous rentrez dans la ville, pas seulement à Cotonou, partout, sur tout l'étendue du territoire, même des villes où qu'on croyait être des plus résistants à certaines mesures, comme par exemple Porte-Novo. Et non, mais quand c'est encore plus discipliné à Porte-Novo, bon, j'ai comme l'impression qu'à c'est accru. Oui. En fait, donc moi je pense que c'est à l'actif de la police républicaine, sauf que on déplore un certain nombre de comportements. Comme quoi il faut contraindre les Béninois pour qu'ils pour qu'ils rentrent dans les rangs. Non, mais est-ce que c'est ça? Moi, il y a cette philosophie-là que je ne conçois pas. Non, c'est un constat que je mets sur la table. Est-ce qu'on pense que seuls les Béninois sont comme ça? Non, personne ne dit ça. C'est-à-dire que toute l'humanité est ainsi faite, et toutes les fois qu'il y a une petite porte de glissement, on a tendance à aller vers là. On a une certaine facilité, on a tendance à aller là. Donc, on n'a pas pu le faire au même moment que les autres, mais on est quand même en train de réussir à le faire, c'est tant mieux. Sauf qu'il faut continuer par la former, à sensibiliser pour que nous puissions plus avoir à vivre des scènes horribles que nous avons eu à vivre. Voilà, pour finir notre discussion, il y a la prochaine phase qui démarre dans quelques jours, à la fin de ce mois. Ça concerne les véhicules, le transport en commun et tout ça. Et pour tous ces véhicules-là, ces taxis qui n'ont pas de ceinture de sécurité ou qui n'en existent même pas, on ne sait pas même comment ils peuvent en trouver. Comment vous entrevoyez ce qui... Là, je suis en train de voir les tokwa. Exactement. Ils sont en train de voir les tokwa en difficulté. Ils seront verbalisés combien de fois par jour? Non, mais oui, ils seront plusieurs fois verbalisés. Parce que là, manifestement, il n'y a pas de place pour... Il n'y a même pas de mousse. L'intérieur est complètement métallique. Et là, je pense que, en ce qui concerne le matériel roulant, en ce qui concerne les véhicules à 4 roues, je pense que là, il n'y a pas de midi à 14h, quoi, comme on a l'habitude de le dire. C'est pour la moto qu'il fallait un peu de mansuétude. Oui, ben là, un peu de mansuétude, on l'a fait.
Aujourd'hui, maintenant, on est à une étape où on ne peut plus faire marche arrière. Mais là, au niveau du transport commun, quand il y a peut-être problème, il y a un accident, il y a plusieurs vies humaines qui partent comme ça. Et donc, je pense que là, donc beaucoup de Tokpa seront garés. Ils sont obligés de garer et se conformer aux exigences du code de la route désormais. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait cette mesure de sécurité-là pour sécuriser non seulement le conducteur et sécuriser aussi les passagers. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, les gens sont en train de laisser les Tokpa pour prendre les non-vies et autres là. Parce que là, il y a beaucoup plus le confort. Ça, c'est de la pub. Non, pardon, je dis aujourd'hui, mes excuses, c'est pour dire au fait que les gens sont en train d'opérer d'autres choix parce qu'au niveau des Tokpa, il y a un inconfort qui s'installe et il faut mieux aller chercher le confort. Donc, s'ils veulent toujours continuer, pas gagner la confiance de la clientèle, ils ont intérêt à mettre les bouchées doubles, quoi. Je suis un peu désolé, Innocent n'aurait pas dû être enseignant. Être policier aurait été mieux. Il aurait dû être policier. Sinon, non, mais c'est encore un autre pan de la chose qui va être davantage compliqué. D'accord. Voilà, parce que quand vous prenez les Tokpa, le coût de transport est moindre que lorsque vous choisissez d'autres conforts dont vous parlez. D'accord. Oui. Et là, on sait aussi, on sait que la majorité, on sait encore déjà le niveau de... Moi, je reviens toujours sur ça. Il faudrait que nous choisissons une manière de faire qui tient compte du bâton et de la carotte en même temps. Oui, donc qu'est-ce que vous proposez concrètement? Que non. Ceux qui ont leur véhicule, qu'on applique seulement la loi à ceux qui ont leur véhicule individuel, parce qu'eux ne peuvent pas y échapper. Voilà, justement, parce que cette mesure, il va falloir carrément faire garer les taxis Tokpa dont vous parlez. Parce qu'on imagine mal comment... Moi, je pense que le mieux aurait été, par exemple, qu'on interdise aussi désormais la vente de ces genres de véhicules sur le territoire national, et que ceux qui entrevoient désormais, au fait, on donne un délai conséquent. Ceux qui entrevoient faire ce métier, continuer dans ce domaine de transport en commun, qui se donnent les moyens d'avoir des véhicules dignes du nom. Des véhicules homologués. Homologués, voilà. Donc moi je pense que c'est ça. Parce que quand vous prenez les véhicules Tokpa, allez à l'intérieur, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, les sièges sont carrément en fait. Bon, vous voulez installer quelle sécurité dans ces conditions? Comment vont-ils s'en sortir? Moi je pense qu'on peut carrément demander aux propriétaires de ces genres de véhicules d'aller les ranger carrément. Mais et interdire aussi la vente de pareils véhicules sur le territoire national. Et que ceux qu'on importe désormais soient des véhicules aux normes internationales et qui favorisent, parce qu'effectivement, il y a une chose dont Godon a parlé qui me paraît très importante, excusez. Au fait, c'est-à-dire, quand il y a le moindre choc au niveau de ces véhicules-là, c'est catastrophique. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Ganville-Opo récemment? Vous voyez, c'est tout un tas de choses qui doivent amener forcément l'autorité à réfléchir et penser à la sécurité des citoyens que l'on est en train de gérer. Voilà. Et donc, moi je pense que à ce niveau-là, il faut aller mollo, faire en sorte qu'on donne un délai conséquent aux gens pour qu'on ne soit plus à voir. Parce que quand on veut aller aussi au développement, il faut se débarrasser d'un certain nombre de vieilles habitudes aussi. Voilà. Vous proposez une thérapie de choc. Merci Nicolas Sopetin. On finit. Avec vous. Oui, la thérapie de choc, c'est qu'il faut garer. Alors que moi, je disais que s'il y a la possibilité d'équiper les Tokpa en moyens de confort et de sécurité, parce que c'est possible. C'est possible. Là, on pourrait aussi donner même du travail aux autres ouvriers qui ont envie de faire un bon travail dans ce sens-là. Donc, je pense qu'en réalité, cette thérapie de choc n'est pas encore faut-il qu'ils aient le permis, parce que beaucoup d'entre eux... Voilà, c'est encore un autre terrain sur lequel le gouvernement... Moi, je pense que la réflexion pourrait aller peut-être dans ce sens a priori. Bon, ça a déjà commencé, je pense, le contrôle Merci Nicolas Sopetin, vous êtes journaliste et enseignant de philosophie. Innocent Wilner Godonu, journaliste, enseignant d'allemand et
peut-être dans une autre vie, policier, force de l'ordre, comme Nicolas Soukouetel le dit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ce qu'on pourrait dire sur cette question de l'amende revue par le gouvernement de moitié pour non-port de casque. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous.